Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons installer Arch Linux manuellement, simplement en nous aidant du guide d'installation. Dans la prochaine vidéo, on abordera une installation plus technique et affinée de la distribution. Abonne-toi pour être le premier au courant et sauter sur l'occasion de réinstaller une Arch, mets un j'aime et un commentaire si le cœur t'en dit, on y va. Avant de faire cette vidéo, j'ai installé Arch Linux des dizaines de fois, avec pour but d'une part de simplifier les étapes, d'autre part de prévenir les erreurs éventuelles que l'on peut rencontrer. Souvent, ça se passe comme sur des roulettes et parfois on peut rencontrer une petite coquille, c'est la vie. Mais tu verras, avec une Arch, on peut toujours s'en sortir. Premier conseil, utilise plutôt la version anglaise du guide qui est plus à jour. Cependant, si tu détestes l'anglais, la version française fera l'affaire. Alors on ne va pas le lire en entier, mais je t'expliquerai l'essentiel. Au début, on nous dit qu'il vaut mieux avoir quelques connaissances et s'être renseigné sur ce qu'est Arch Linux. Je te laisse regarder ma première vidéo si ce n'est pas déjà fait. Puis rapidement, on doit télécharger l'image du Live System. J'ose espérer ne pas avoir à t'expliquer comment on télécharge un fichier. Ensuite, on peut en option vérifier la signature, surtout si l'image provient d'un miroir alternatif. Puis il faut mettre cette image sur un médium, par exemple une clé USB. Petite astuce à ce propos, si tu es sous Linux, inutile d'utiliser un UNetBootin ou tout autre logiciel de création de clé USB. Un simple CAT suffit largement. Pour la destination, tu peux mentionner le médium à graver avec son UNUID ou son label /dev/ quelque chose. Attention, ici il faut mentionner le descripteur du médium et non d'une partition, c'est-à-dire /dev/sda et non /dev/sda quelque chose. Et cerise sur le gâteau, si tu aimes les barres de progression, tu peux aussi utiliser PV. Une fois que c'est fait, il faut effectuer deux vérifications dans ton firmware de démarrage. La première, on désactive le Secure Boot et la deuxième, on active EFI plutôt que BIOS si possible. Même s'il n'y a pas grand chose qui change, je t'expliquerai dans une autre vidéo comment installer Arch avec un BIOS Legacy. Encore une petite astuce, le Live System de Arch démarre avec Grub si on est EUFI et avec SysLinux si on est en mode BIOS. On peut donc voir à la tête du menu de démarrage si on est BIOS ou UEFI. C'est parti, on sélectionne notre Live System et on voit que le menu est Grub. On est donc EFI. On choisit la première option et on patiente un peu jusqu'à l'invité de commande. Première étape, il faut paramétrer notre clavier et optionnellement modifier la fonte, ce que je fais tout de suite. Je me sacrifie à taper en QWERTY pour que tu y vois plus clair. En faisant un list keymap, on a la liste des dispositions de clavier possibles. Puis c'est un load case pour switcher. Si tu essaies un list keymap, tu as le choix. En général, si tu prends FR ou FR latin 1, c'est bon. Un petit load case et le tour est joué. Maintenant, on revérifie le boot mode. Si ce fichier n'existe pas, on est en mode BIOS. S'il existe, il nous dit qu'on est soit en 32, soit en 64 bits. Cette dernière option est évidemment préférable. C'est parti, on fait notre vérification. Et c'est OK, on est bien EFI 64 bits. On a de la chance. Dernière étape de préparation, on doit être connecté à Internet. En faisant un IP link, on peut voir si on a une interface fonctionnelle. On peut constater ici que nous avons bien une ligne avec un up vert. Si tu dois te connecter en Wi-Fi, pas de problème, IWControl est ton ami. Tu as dans la documentation les différentes étapes pour te connecter. Mais je te propose une petite simulation rapide pour te montrer comment l'utiliser. On lance l'invité IWCTL, puis on fait un device list. Notre device WLAN 0 est off, alors on l'allume, powered on, voilà. Ensuite on fait un station WLAN 0 scan, suivi d'un get networks pour voir les réseaux disponibles. On se connecte à un network en mettant son nom. Puis on nous demande le mot de passe. Et si tout se passe bien, nous sommes connectés. Voilà pour le Wi-Fi. Et on vérifie enfin, avec un ping, si on a bien un accès à Internet. C'est bien le cas. On passe donc au paramétrage de l'horloge. Ici, on a juste à vérifier que notre ordinateur est à l'heure en utilisant TimeDateCTL. Le Live System est fourni avec un démon Time5D fonctionnel qui met l'horloge à jour, ce qui est important pour la récupération des paquets par la suite. Date et heure sont OK, la synchro est active, tout va bien. On passe maintenant aux choses sérieuses, en l'occurrence au partitionnement. Ici, comme on est en UEFI avec GPT, on va donc prendre cet exemple simple avec 3 partitions. Le boot sera une partition EFI d'au moins 300 MB. Je conseille 500, voire 1 Go si tu veux pouvoir gérer plusieurs noyaux. Pour la partition de swap, en général, je mets une valeur à peu près équivalente à celle de la RAM.
Et enfin, pour la partition principale, on met tout le reste. On étudiera d'autres options plus tard, mais pour un ordinateur de bureau, cette configuration est très bien. Un petit fdisk-L pour checker nos disques. Pour ma part, je veux installer dans SDA. Pour simplifier le partitionnement, on va utiliser CFDisk plutôt que FDisk, mais il faut quand même s'assurer d'une chose importante. Notre disque doit avoir un label GPT et non DOS. On va donc commencer par un petit fdisk de notre disque, M pour la doc, G pour mettre en GPT, puis W pour écrire. Si tu as un message en rouge, pas de panique, c'est qu'il y a déjà un label enregistré, que l'on peut écraser sans remords. Maintenant, on peut faire un CFDisk sur notre disque, et s'assurer en haut qu'on a bien label GPT. Si tu as label DOS ou autre, c'est pas bon. Ce point est important car une fois le système installé, tu pourras difficilement modifier ce petit détail. Maintenant, pour partitionner, c'est facile. On met New, puis on met la taille, 512 MB, pour notre partition de boot. Et on spécifie son type, qui doit être EFI. On passe à la suivante, c'est notre partition de swap. Moi, je mets 1 Go. Et pour le type, tu peux taper T, ça va plus vite, et sélectionner Linux Swap. Pour notre dernière partition, on prend tout le reste, et c'est par défaut une partition Linux. Ne pas oublier d'écrire sans aucun scrupule la table des partitions, et de mettre Yes en toutes lettres. On a partitionné, maintenant il faut installer les systèmes de fichiers. ext4 est une bonne option pour notre partition principale. Pour le swap, on fera un mkswap, et le boot, lui, doit être en FAT32. On y va, on met ext4 pour SDA3, puis on rappelle la commande pour mettre SDA1 en FAT version 32, et enfin, on paramètre en swap SDA2. On peut maintenant monter nos partitions. On va d'abord monter la principale dans le dossier /mnt existant, puis SDA1 dans mnt/boot avec un mkdir, puis le swap. On n'en a pas vraiment besoin pour l'installation, mais il faut quand même faire ce swap-on pour la génération du fichier fstab par la suite. C'est parti, on monte SDA3 dans /mnt, puis on rappelle la commande pour monter dans mnt/boot SDA1 avec un -- mkdir, et pour finir, le swap-on sur SDA2. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'installation proprement dite. Pour cette étape, nous disposons d'une collection de miroirs pour aller chercher nos paquets, et la commande reflector pour la générer. On peut éventuellement toucher à cette liste, mais le tri par défaut est déjà optimisé, alors nous allons la laisser telle quelle pour le moment. Ici, la doc nous dit qu'on va utiliser la commande packstrap pour installer nos paquets de base. Je vais faire deux petites entorses à la doc en espérant que les rédacteurs du guide ne m'en voudront pas trop. Premièrement, il se peut que la commande packstrap échoue avec des messages du style Error keyring is not writable ou Package corrupted. On va donc s'assurer que ça n'arrive pas. Donc, première précaution, on va s'assurer que le trousseau de clés de Pacman est initialisé avec les bonnes permissions, puis installé avec Populate. Ensuite, on met à jour la version du keyring pour le prochain update. Petite remarque, si tu es obligé d'utiliser Pacman avec l'option -sy, fais un update juste après, par exemple en utilisant -syu. Dans notre cas, Packstrap s'en occupera. Deuxième chose, sachez que seul le pactage base est nécessaire à cette étape, avec éventuellement un petit éditeur. Pour éviter d'avoir à tout retélécharger si ça échoue, avec mon modem 56K, je préfère installer le minimum ici, puis m'occuper du reste après. Maintenant, on peut faire notre packstrap sur /mnt, avec le pactage base et un éditeur. Moi, je préfère Vim, mais tu peux mettre Nano ou l'éditeur en ligne de commande de ton choix. J'ajoute un petit -c pour utiliser mon cache de pactage partagé. Pour ton installation, c'est pas utile, mais promis, je t'expliquerai plus tard comment t'en servir pour installer ton arche à la vitesse de l'éclair. Voilà, c'est tout ce dont nous avons besoin pour le moment. On attend la fin de l'installation pour passer à l'étape genfstab. Cette commande va nous générer notre fichier fstab, soit avec les UID des disques, soit avec les labels. Comme ces derniers peuvent évoluer, il est très fortement recommandé de générer avec les UID. Pour cela, on fait un genfstab-u /mnt qui génère cette sortie, qu'on ajoute à notre fichier fstab qui ne contient qu'une en-tête pour le moment. On vérifie que le contenu est correct, ça semble OK. Maintenant, on peut s'aventurer dans notre machine virtuelle avec la commande archchroot, qu'on utilise de cette manière. On vérifie qu'on a Internet, c'est OK. Revenons un peu en arrière dans notre documentation pour préparer l'installation des paquets essentiels.
On peut, optionnellement, faire quelques petites optimisations dans le fichier pacman.conf pour accélérer les téléchargements. Bon, si tu as choisi Vim et que tu es perdu. Escape / pour chercher color, Enter flèche gauche, X pour supprimer le dièse, plus bas re-X pour décommenter Parallel Downloads, puis R pour remplacer par 4, Escape 2.x pour enregistrer et quitter. Vraiment, cet éditeur est très intuitif. Maintenant, on peut revenir sur ce qu'il faut installer. Le plus important, le noyau et le firmware. Pour le noyau, il existe des alternatives, et le firmware est utile si ta machine est physique et non virtuelle. Pour le reste, on va prendre l'essentiel. Pour le moment, on n'a pas besoin d'utilitaire file system et on n'a pas de RAID ni de LVM. Pour notre firmware, c'est OK. On pourrait éventuellement y ajouter soft firmware pour l'audio et d'autres choses. Mais sache que tu peux très bien faire ça par la suite et personnellement, je conseille d'installer plutôt le minimum au départ pour être sûr de ne pas s'encombrer d'options inutiles plus tard. Pour le réseau, on prendra Network Manager qui est recommandé pour Plasma. L'éditeur, on l'a déjà et les MAN, on pourra les avoir plus tard. J'ajouterai juste à cette liste Terminus Font, spécialement pour toi cher abonné, afin d'avoir des caractères énormes au démarrage et ainsi ménager tes yeux ébahis. J'installe donc mes paquets essentiels, noyau, firmware, network manager, terminus et sudo pour pouvoir créer un utilisateur administrateur. On laisse les options par défaut, puis on attend. Ensuite, on va fixer la zone géographique et synchroniser l'horloge matérielle de notre ordinateur. On fait donc un petit lien symbolique sur etc local time, ne pas se tromper car c'est un nouveau fichier, puis un hwclock --62hc pour finir. Pour enregistrer la locale, il va falloir éditer local.gen, puis appeler la commande localgen. C'est parti, on édite /etc local.gen, on cherche et décommente fr avec utf8, puis on génère les locales. Ensuite, on va créer le fichier local.conf avec la langue et pourquoi pas, on y ajoutera aussi lc_message. Encore un nouveau fichier, il ne faut pas faire d'erreur. On spécifie la variable langue qui contient fr_fr.utf-8 qu'on peut dupliquer pour lc_messages afin d'avoir des messages en français. Continuons avec le fichier de configuration de la console qui contient le keymap. Encore un fichier à créer. Comme ceci, on y ajoute la variable keymap et en option, notre fonte terminus en 32 bold. Dans la configuration réseau, on a le nom de notre machine à mettre dans le fichier hostname. Très simple, on fait un echo qu'on redirige dans le fichier etc/hostname. L'étape du initramfs n'est pas utile dans notre cas, elle a déjà été réalisée lors du dernier Pacman. Elle serait par exemple nécessaire pour permettre l'initialisation du système avec une partition chiffrée ou un partitionnement LVM. Le mot de passe route, en revanche, n'est pas optionnel. On a juste à taper passwd et c'est tout. Et enfin, dernière étape, le bootloader. Avant toute chose, il faut installer un microcode adapté à notre type de processeur. Pour cela, on fait un pacman du microcode en question. Moi, j'ai un Intel, mais si vous avez un AMD, c'est tout simplement comme cela. J'installe mon Intel et je valide. Ce minuscule paragraphe peut être un peu déroutant pour les débutants, car ce lien essentiel donne accès à une page colossale qui t'informe qu'il y a plein de loaders possibles. Si je devais t'en conseiller 3, je peux d'abord te citer Grub, qui est un multifonction omniprésent, mais parfois un peu capricieux. Si tu as un label DOS, SysLinux sera un très bon choix. Et pour GPT, systemdboot est léger et disponible par défaut. On va donc prendre ce dernier. Pour installer notre loader, la doc est longue, mais on va aller à l'essentiel. Première chose, faire un install. Tout simplement, bootctl, install. Quand on se rend dans /boot, on reconnaît le noyau et les images à charger. Notre chargeur est dans le dossier loader et sa configuration dans loader.conf. Pour voir ce qu'on peut y mettre, il faut savoir scroller, afin de passer par-dessus les innombrables options de cet outil prodigieux. Voilà, on peut par exemple compléter notre fichier de cette manière. C'est parti, on édite, on décommente, puis on définit par défaut un fichier arch.conf qu'on devra créer, et on peut se baser sur l'exemple pour le reste. Pour booter sur notre système, on va créer une entrée arch.conf qui mentionne ce qu'il faut charger, en particulier la partition de démarrage.
Problème, il faut injecter dans ce fichier l'UID long et compliqué de notre disque. On va dans le dossier Entries, et pour notre UID, on peut utiliser BLK-ID. Avec quelques filtres, on peut isoler notre ID de cette manière. Désolé pour le petit warning FD0 qui fait du bruit, il n'est pas méchant, juste un peu envahissant. On rappelle notre commande et on injecte le résultat dans un fichier arch.conf. De cette manière, on peut l'éditer, décorer notre UID avec l'option adéquate et ne pas oublier RW derrière. Ensuite, on va mettre le reste et pour ma part, j'ai juste à recopier l'exemple. On met le titre de notre entrée, Arch Linux, puis le noyau, VM Linux, puis les initrd avec d'abord le microcode, puis le init ramfs. Attention car l'ordre des lignes est important. Pour checker notre conf, il y a une astuce. On peut utiliser boot control list. Quand on tape cette commande, il nous affiche le détail de l'entrée. S'il y avait une erreur, il nous l'afficherait en rouge. Faisons par exemple le test. J'ai par exemple mal écrit mon Linux, ici, et comme vous pouvez le voir, le problème est détecté. On rétablit tout ça, on reteste, et c'est OK. Maintenant, on peut copier notre entrée arch.conf en arch-fallback.conf. Pour l'entrée de fallback à utiliser en cas de problème d'initialisation avec l'entrée par défaut. On n'a pas grand chose à changer dans ce fichier de configuration, juste le titre et l'initrd de init-ramfs. Et nous venons de terminer la configuration du bootloader. Maintenant, on peut quitter, démonter et redémarrer notre système. C'est parti, on exit, on démonte proprement, on peut pousser la purification avec un swap off, puis on reboot. Au démarrage, on a une nouvelle entrée Linux Boot Manager, ce qui est bon signe. Celle-ci nous mène sur notre nouveau menu et on choisit la première entrée. On attend et on peut à présent se loguer en chemin, ou plutôt en route si vous êtes véhiculé. Si on ping archlinux.org, on s'aperçoit qu'on n'a pas internet, tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin. Bon, si vraiment t'es accro, il faut savoir que Arch n'active pas les services par défaut. On va donc activer Network Manager et ainsi, notre connexion est fonctionnelle. On peut en profiter pour activer d'autres services, en l'occurrence systemd time5d pour synchroniser l'horloge. Le guide de Arch nous propose un certain nombre d'étapes de post-installation. Je te propose comme minimum vital d'ajouter un utilisateur administrateur, puis d'installer le bureau Plasma. Pour ajouter un utilisateur, on utilise la commande useradd qu'on met dans le groupe will avec un shell bash pour le moment. On doit lui assigner un mot de passe et éditer le fichier sudoers pour définir les membres will comme étant des dieux tout-puissants. Une fois que c'est fait, on peut tester si notre utilisateur est sudoer. Un petit sudo sur une commande ultra critique et c'est OK. Pour le bureau Plasma, tu as le choix. Première option, un métapactage qui va installer un grand nombre de paquets. Tu peux l'utiliser si tu ne veux pas passer du temps à chercher manuellement ce dont tu as besoin. Mais personnellement, je préfère Plasma Desktop qui installera une version épurée, quitte à compléter les fonctionnalités au fur et à mesure. Et enfin, notre environnement de bureau aura besoin d'un gestionnaire d'affichage, le plus approprié étant SDDM. Du coup, il suffit d'installer avec Pacman un Plasma Desktop, avec SDDM, les applications système et un console, par exemple, pour le moment. On définit tout par défaut dans le doute et on patiente. Une fois notre Plasma installé, nous devons faire deux choses. La première, activer le démon SDDM pour le prochain redémarrage. Et enfin, dire à notre environnement graphique que nous sommes en français avec un clavier PC104 et un variant OSS. Nous avons terminé, il ne reste plus qu'à redémarrer. Notre menu de démarrage est toujours là. On attend de booter. Et comme prévu, nous atterrissons sur l'invité SDDM. On patiente un peu et nous avons maintenant un beau bureau Plasma. Vérifions qu'on est bien AZERTY. C'est bon. Installons un pactage.
ça fonctionne. Notre programme a l'air de tourner. Une fois que tu as ton bureau, tu peux le personnaliser comme tu souhaites. Pour finir, sache que le gros avantage de ce type d'installation, c'est que tu peux la reprendre à n'importe quel niveau, avec ou sans le live system, en fonction de l'étape. Si quelque chose bloque, inutile de recommencer du début. Au pire, il te faudra remonter les partitions et chrouter pour pouvoir continuer. Rien d'infaisable. Un grand merci d'être resté jusqu'au bout. Hurle à tout le monde que Arch Linux c'est de la balle, mets un commentaire si tu le souhaites et amuse-toi bien avec ton nouveau système. A très vite.